Bonjour à tous, pour ce numéro d'avril, je vous entraîne sur la base école de l'aviation légère de l'armée de terre dans le Var. Ici sont formés les pilotes et mécaniciens du nouvel hélicoptère européen NH90 baptisé Caïman, l'un des appareils les plus modernes du XXIe siècle qui équipe également la Marine nationale. Avec l'arrivée du Caïman, le centre de formation interarmée NH90 s'est doté de nouvelles technologies d'enseignement. C'est ce que vous allez découvrir dans ce magazine 100% innovation dans les armées. Alors nous voilà à bord du Caïman. Bonjour capitaine. Alors quelles sont les nouveautés qu'apporte cet appareil? Eh bien bonjour Sam, bienvenue à bord du Caïman à destination des zones de l'Esterel. Des nouveautés, il y en a pas mal, c'est un hélicoptère de nouvelle génération. Pour le pilote, l'essentiel se situe au niveau du cockpit avec un glass cockpit qui remplace donc toutes les indications pendulaires avec des aiguilles par des écrans digitaux beaucoup plus faciles à lire et beaucoup plus rapides. Et j'imagine qu'il y a d'autres équipements qui sont intéressants. Alors bien sûr, on retrouve beaucoup d'équipements novateurs, notamment une caméra FLIR qui nous permet de voler avec en plus de précision la nuit. On a des éléments de guerre électronique également, des lance-leurres et notre fameux casque Topol. Le fameux casque Topol, justement, une de nos équipes est allée l'examiner de près. Nous allons vous le présenter tout de suite et après je vous retrouve en vol. L'hélicoptère de combat Tigre. Ce fleuron de l'aviation légère est rempli de technologies de pointe. Un des éléments majeurs de son système d'armes est le viseur de casque Topol. Cette partie, c'est le casque du pilote. Celle-ci, on l'appelle display module, module de projection, on va dire, qui est en fait un écran et qui appartient à l'hélicoptère. Une partie optique qui permet d'amener les informations de symbologie qui sont générées par les générateurs de symbologie ici, et puis une visière avec un traitement spécial qui est la zone de projection des images. Quand le pilote bouge sa tête, on sait où il regarde, et on asservit soit le FLIR, soit l'armement au regard du pilote. En permanence, le pilote peut désigner quelque chose ou viser quelque chose avec son casque, que ce soit de jour, de nuit, en vision directe ou par infrarouge. Le viseur de casque Topol offre ainsi au pilote une meilleure capacité de vision de son environnement tactique. Il lui assure une vision de nuit intensifiée, directement projetée sur la visière du casque, à un même niveau de performance que les jumelles de vision nocturne. Les jumelles qui étaient avant devant les casques d'ancienne génération projetaient une image sur les yeux. Là, l'image est projetée directement sur la partie verte. Donc il y a beaucoup moins de fatigue. Vous n'avez pas une projection sur l'œil. La projection est sur la visière. Donc vous regardez ce que vous avez à chercher. Vous n'avez pas en permanence une lumière verte sur votre œil. Ce casque est en service sur le Tigre et il est surtout en service opérationnel en opération en Afghanistan, au Mali, il était en Libye depuis 2008. Et cette expérience opérationnelle acquise, elle ne servirait pas à grand-chose si on n'en avait pas un retour et si on ne pouvait pas améliorer immédiatement le produit. Donc c'est un produit vivant qui est en constante évolution en liaison avec le besoin opérationnel. Cet hélicoptère d'assaut et de manœuvre est capable de transporter 14 commandos équipés, d'embarquer 2,5 tonnes en soute et notamment un véhicule léger ou encore il veut installer 12 civières pour une évacuation médicale. Grâce à ces équipements de navigation, il peut voler de jour comme de nuit et dans des conditions météorologiques dégradées. L'armée de terre s'intéresse également à d'autres innovations comme l'exosquelette Hercule. Cette structure mécanique facilitera le port et la manipulation de charges lourdes. Pour le fantassin, regardez, le reportage commence maintenant. La 4e édition d'InnoRobot, le salon des innovations robotiques, s'est tenue mi-mars à Lyon. Les geeks du monde entier ont pu y découvrir les dernières inventions créées pour simplifier notre vie quotidienne. Parmi elles, Hercule, un exosquelette 100% français développé par la société RB3D.
Existant en version civile et militaire, il vise à assister son opérateur au port et à la manipulation de charges lourdes. Ce système va en permanence, grâce à une électronique spécifique, s'adapter à votre démarche et autoporter son propre poids lors de vos pérégrinations. Pour le génie, ça peut être une machine polyvalente qui permet de creuser à terme les tranchées avec les outils adaptés, mais aussi de faire du port de charge, des aspects logistiques arrière, en permettant en fait des transports de caisses sur les bases arrière. Une deuxième version militaire, en cours d'élaboration, permettra aux démineurs d'utiliser un système de protection pesant une centaine de kilos. Un vrai succès donc pour Hercule, qui n'aurait pu voir le jour sans le soutien apporté dès le début par la Direction générale de l'armement. Nous avons à la DGA un dispositif qui permet de financer les PME à fort potentiel. Et ce dispositif s'appelle le RAPID. Donc c'est un moyen de financer les PME françaises qui ont un projet innovant dans le domaine de la défense et que nous souhaitons soutenir pour des finalités qui finalement peuvent dépasser les applications militaires. Hercule est le premier contrat rapide signé entre la DGA et une PME, initiant par la suite plus de 300 autres projets depuis 2009. Un succès que le ministère de la Défense a décidé d'encourager en augmentant le budget de Rapide de 40 à 50 millions d'euros en 2015. Et oui, on pourrait croire que je suis aux commandes du Caïman, mais il n'en est rien. Je suis installée dans le simulateur de vol. Bonjour lieutenant, à quel type de mission peuvent s'exercer les équipages ? Alors, sur ce type de simulateur, on peut aujourd'hui actuellement faire tout type de vol, aussi bien des vols de nuit sous jumelles de vision nocturne que des vols de jour par bonnes et mauvaises conditions météo, ainsi que tous les types de pannes que l'on peut réaliser sur le simulateur. Et quels sont ses principaux atouts ? Les atouts de ce simulateur sont tout d'abord la qualité de son immersion pour les équipages, mais aussi pour nous, derrière, en tant qu'instructeurs, toutes les possibilités qui s'offrent à nous en matière de réalisation et de préparation de mission. Je vous laisse les commandes. Dans le prochain sujet, vous allez découvrir comment les technologies de l'information et de la communication ont amélioré, voire révolutionné la conduite des opérations, notamment dans le domaine de l'appui aérien. En 10 ans, le temps d'attente entre une demande d'appui-feu aérien et l'attaque a été divisé par 4. Explication en images. Aucune armée moderne ne fait la guerre sans système de communication et d'information performant. En 10 ans, le temps d'attente entre une demande d'appui aérien et l'attaque a été divisé par 4. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont, dans les faits, une révolution sur notre façon de travailler. L'ennemi, il est à 50 mètres, il se déplace devant mon dispositif. Vous vous rendez compte qu'il y a une vingtaine d'années, un fantassin qui avait besoin d'un appui aérien prenait sa radio, ça partait dans les terres, si quelqu'un le captait, tant mieux. Donc c'était quand même du hasard. Maintenant, quand il appelle, il y a quelqu'un au bout du fil, grâce aux nouvelles technologies de la communication. Et grâce aux nouvelles technologies de l'information, cette personne a une connaissance parfaite de la situation et sait envoyer le bon avion au bon endroit pour délivrer l'effet attendu. Ça veut dire qu'en Afghanistan, quelques minutes après avoir demandé un appui-feu, les fantassins avaient un avion au-dessus de la tête qui délivrait cet appui. Ce dont nous avons besoin, c'est de visualiser en temps réel l'ensemble des aéronefs qui évoluent au-dessus d'un territoire, que ce soit notre territoire national lorsque nous assurons la sûreté aérienne, ou que ce soit un territoire extérieur lorsque nous menons des opérations aériennes, comme au Mali. On a la Golf Kilo 776 en emergency. Le commandement de la défense aérienne est au cœur de la conduite des opérations. Qui est ici. Voilà. La localisation d'un objectif mobile commence toujours par une recherche avec des avions d'écoute. Une fois détecté, la surveillance est constante et la destruction interviendra au moment choisi. Objectif, causer le moins de dommages collatéraux possible.
La gestion en temps réel, c'est fusionner l'ensemble des informations, c'est analyser pour intervenir au plus vite. Pénétrer dans un espace urbain est compliqué. Combattre dans un espace urbain est compliqué parce qu'on risque de faire des dommages collatéraux, parce qu'il y a beaucoup de populations civiles, etc. Donc il faut développer tous ces systèmes, que les moyens de communication et d'information puissent transiter entre les différents intervenants. On sait que c'est là où on va intervenir, donc il faut s'y préparer et s'y entraîner. Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication ont radicalement changé la façon de combattre. Donc j'ouvre la fenêtre du treuil. C'est une première dans l'aviation légère de l'armée de terre. Les maintenanciers d'un hélicoptère vont être formés au sein de la même école que les pilotes. Et vous le voyez, avant de manipuler le véritable appareil, ils vont s'entraîner sur ordinateur. Cela représente 70% de la formation. Et qu'ils soient issus de la Marine nationale ou de l'armée de terre, ils vont utiliser ce simulateur européen avec des représentations en 3D. Ici, pour se servir d'un tournevis, il suffit d'un clic. Et avant d'aborder la maintenance réelle, nous allons parler d'un autre aéronef, mais celui-là n'a pas de pilote embarqué. Le drone de surveillance Reaper, récemment acquis par l'armée de l'air, est aujourd'hui déployé au Niger et nous sommes allés l'observer. Livrés fin 2013 à l'armée de l'air, les drones américains MQ-9 Reaper sont entrés en action mi-janvier dans le Sahel, en renfort des drones Harfang déjà déployés. De type MAL pour moyenne altitude et longue endurance, le premier système de drone Reaper français est installé sur la base aérienne 101 de Niamey au Niger. Une position stratégique qui lui permet d'exercer ses missions sur la bande sahélo-saharienne et notamment les zones d'opérations extérieures de la France. Rattaché à l'escadron de drones 133 Belfort, il est constitué de 2 vecteurs aériens et d'un système de guidage. Le Reaper, clairement, est aujourd'hui l'aboutissement de l'expérience acquise par les aviateurs de l'armée de l'air, sur Hunter d'abord, sur Harfang ensuite, et aujourd'hui, mon escadron, l'escadron de drone 133 Belfort et ses personnels, sommes prêts, grâce à cette expérience acquise en Afghanistan, en Libye et au Mali, à mettre en œuvre sur toute la gamme de services que peut offrir un drone MAL, le Reaper. Particularité française, les drones sont pilotés à proximité ou directement depuis le théâtre d'opération. Durant le second semestre 2013, 6 pilotes et opérateurs capteurs ont été formés aux États-Unis. On passe d'un avion qui a un moteur à piston à un moteur à turbine, donc c'est pour nous une évolution puisqu'on a maintenant un turbopropulseur. Le Reaper vole donc en moyenne 2 fois plus vite que le Harfang, il monte 3 fois plus rapidement pour une autonomie quasi équivalente, ce qui nous permet de voler plus loin, plus rapidement. On a donc un système qui est plus réactif et avec plus d'allonge. D'ici 2019, 10 autres drones devraient rejoindre les aéronefs de l'escadron 133 Belfort pour remplacer progressivement les Harfang et atteindre un ensemble opérationnel de 12 drones. Après chaque vol, le mécanicien navigant retire la clé DID. C'est un peu le mouchard du Caïman. Les données enregistrées fournissent toutes les informations relatives à la mission et permettent de détecter une éventuelle panne qui sera ensuite traitée par les mécaniciens du centre de formation. Ils sont une quarantaine au total. C'est l'heure de se quitter. Avant, nous souhaitons un très bel anniversaire à l'aviation légère de l'armée de terre qui célèbre cette année ses 60 ans. Restez connectés avec nous grâce à nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et puis bien sûr, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro du Journal de la Défense.